You're listening to Skillbird. Alors, on se penche aujourd'hui sur un sujet qui est sur toutes les lèvres, l'intelligence artificielle et son impact sur le travail. On a une source de départ, un chiffre qui semble tout dire, hein. Oui, c'est la grande consultation citoyenne du Cianum de janvier 2026. Plus de 6000 Français interrogés. Et la question c'est, quelle doit être la priorité absolue de l'État face à l'IA? Et la réponse est massive, écrasante même. 58% qui répondent la formation. Ça a l'air tellement logique, c'est presque un réflexe, non? Oui, et c'est justement parce que c'est un réflexe qu'il faut peut-être s'en méfier un peu. Ce chiffre, moi je le trouve, il est à la fois très révélateur et un peu inquiétant. Inquiétant. Bah oui, révélateur d'une anxiété, ça c'est sûr. On a peur, donc on veut se former. Mais inquiétant parce que la formation, c'est devenu une sorte de mot magique, Une incantation. une réponse un peu fourre-tout. Voilà. Former à quoi exactement? Se former à l'IA, c'est tellement vague que ça ne veut presque plus rien dire. Ça cache une question bien plus difficile et je pense bien plus inconfortable. Qui est De quelles compétences on parle vraiment? Et surtout, est-ce qu'on est seulement capable de les nommer aujourd'hui? d'accord. Donc ce n'est pas une réponse, c'est le symptôme d'une question qu'on n'arrive pas à formuler. Et là, on touche au cœur du problème. À une tension? Oui, D'un côté, la vitesse. Une vitesse d'adoption qui est hallucinante. On a une autre source, le baromètre du numérique 2026, qui nous dit que 48% des Français utilisent déjà l'IA générative. 48%. C'est énorme. C'est une adoption plus rapide que le smartphone à l'époque. En quelques mois, un outil comme ChatGPT est passé du labo à la poche d'un Français sur deux. La technologie, elle ne frappe plus à la porte. Non, elle a déjà défoncé le mur du salon. C'est un raz de marée. Et face à ce raz de marée, qu'est-ce qu'on a? Des digues en sable? C'est-à-dire, Je parle de nos infrastructures. Celles qui sont censées décrire le travail. Les grands référentiels métiers, par exemple. Comme le ROM, le fameux répertoire de Pôle emploi, qui essaye de tout mettre dans des cases. du boulanger à l'ingénieur cloud, oui. Ou son équivalent européen, ESCO. Et puis, en entreprise, on a les CIRIH, ces gros systèmes d'information RH. Le truc, c'est que tous ces systèmes, ils ont été conçus à une époque où le temps s'écoulait différemment. Leur cycle de mise à jour, ça se compte en années. C'est un temps géologique en quelque sorte. C'est presque ça. Ils sont faits pour un monde stable. Sauf qu'aujourd'hui, on a des compétences qui apparaissent, que s'hybrident avec d'autres, et qui deviennent obsolètes en moins d'un an parfois. Donc une technologie qui évolue au mois. Face à des systèmes de description du travail qui pensent en quinquennat. Le décalage, ce n'est pas une fissure, c'est un gouffre. C'est un peu comme vouloir cartographier le courant d'un torrent en prenant une photo tous les 5 ans. Le résultat n'est pas imprécis. Il est juste faux. Complètement faux. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le prompt engineering. Bien sûr. Pour ceux qui découvrent, c'est l'art de parler à une IA, de lui poser la bonne question pour avoir le meilleur résultat. Il y a 18 mois, ce mot n'existait pas en dehors de quelques labos. Personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, c'est une compétence clé dans le marketing, la création, l'analyse de données. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment un nouveau métier, prompt engineer, ou est-ce que c'est pas juste une compétence que tout le monde va devoir avoir, comme on a tous appris à utiliser un tableur? C'est la question centrale, en fait, c'est tout le débat. D'un côté, on peut dire, oui, c'est une compétence transversale, comme l'anglais ou Excel. Voilà. Mais de l'autre, on voit déjà émerger une expertise très, très pointue. Un bon prompt engineer, ça fait la différence entre un résultat médiocre et une analyse brillante. Mais le vrai problème, il n'est pas de savoir si c'est un métier ou une compétence. Le vrai problème, c'est que ça n'existe nulle part officiellement. Exactement. Cette compétence, aujourd'hui, elle n'est dans aucun référentiel, elle n'a pas de nom officiel. Alors, on fait comment? Comment une entreprise peut dire « je cherche quelqu'un qui maîtrise ça » Comment une personne peut le mettre sur son CV? Comment un manager peut évaluer la progression de son équipe là-dessus? Si on ne peut pas le nommer, on ne peut pas le gérer. C'est le royaume des compétences fantômes. Elles existent, elles créent de la valeur, mais pour l'organisation, elles sont invisibles. Et il y a des cas encore plus subtils, et sans doute encore plus dangereux. Prenez un exemple très concret. Une analyste de données, on va l'appeler Marion. D'accord. Marion, elle est dans son poste depuis 5 ans. Son titre n'a pas changé. Sa fiche de poste dans le SIRH, elle est sûrement identique à celle du premier jour. Mais son quotidien, lui, a été complètement dynamité. Comment ça? Avant, elle passait, disons, 80% de son temps à faire du nettoyage de données.
Une tâche ingrate, fastidieuse, corriger des tableurs en gros. Et les 20% qui restaient, c'était pour l'analyse pure. La partie intéressante, finalement. Précisément. Aujourd'hui, avec l'IA, une grande partie de ce nettoyage s'est automatisée. Elle le fait en quelques commandes. Du coup, son travail s'est totalement déplacé. Elle passe maintenant 80% de son temps non plus à manipuler la donnée, mais à dialoguer avec l'IA. Ah oui, Sa valeur ajoutée n'est plus la même. Elle n'est plus technique au même sens. Elle est devenue critique, stratégique. Elle doit formuler des hypothèses, interpréter les résultats, déceler les biais de l'algo, vérifier que l'IA ne raconte pas n'importe quoi. Son métier a été recomposé de l'intérieur. elle apporte beaucoup plus de valeur. Infiniment plus. Mais pour les systèmes RH, pour l'organigramme, pour la grille de salaire, rien n'a bougé. C'est toujours Marion dans la même case avec le même intitulé de poste. Le système est complètement aveugle. Voilà, il est aveugle à cette transformation radicale de la compétence et de la valeur. Il voit une étiquette, une coquille vide, mais il est incapable de voir la réalité du travail qui se passe dedans. Et c'est là que le coup devient très concret. Justement, parlons-en. D'accord, le système est aveugle, les référentiels sont à la traîne, mais concrètement, au quotidien, c'est quoi les conséquences? C'est si grave que ça? Ce n'est pas juste un casse-tête pour les DRH. Non, c'est un problème pour tout le monde. D'abord, et c'est le plus important, c'est un coût humain énorme. Pour les individus comme Marion, on entend beaucoup parler de la peur du remplacement par l'IA. La ministre Clara Chapaz en parle souvent. C'est une angoisse réelle. Oui, mais le risque le plus immédiat, ce n'est pas le remplacement, c'est l'invisibilité. Marion, elle s'est formée, souvent sur son temps perso. Elle a intégré des nouveaux outils, elle est plus performante, elle est plus employable, en théorie. Mais en pratique, ces nouvelles compétences ne sont reconnues nulle part. Donc si elle veut une promotion ou bouger sur un autre poste en interne, C'est très compliqué. Comment elle peut valoriser une expertise que l'entreprise elle-même n'a pas les mots pour décrire? L'organisation ne va pas voir en elle la ressource stratégique qu'elle est devenue. elle a fait l'effort de s'adapter, mais l'organisation, elle, n'a pas suivi. C'est exactement ça. Et ça crée une frustration terrible. C'est le sentiment de courir de plus en plus vite sur un tapis roulant sans jamais avancer. On parle beaucoup de désengagement, mais le cœur du problème, il est peut-être là. Et pour l'entreprise, j'imagine que c'est aussi un coût immense. On se retrouve dans une situation complètement paradoxale. Les directions se plaignent de la pénurie de talents. Oui. Elles disent qu'elles ne trouvent pas les compétences dont elles ont besoin sur le marché. Alors qu'elles les ont déjà sous les yeux. Ouais. Elles existent en interne, mais sous une forme non répertoriée, officieuse. C'est un gâchis de potentiel qui est monumental. L'entreprise cherche dehors des experts en IA, alors que ses propres équipes sont en train de muter et de développer ses compétences de manière organique. Mais comme le radar est cassé, il ne détecte rien. Rien. Et c'est peut-être ça l'un des plus grands freins au déploiement de l'IA que pointe la ministre. Ce n'est pas un manque de volonté des salariés. C'est un manque de capacité des systèmes à accompagner et à reconnaître leur transformation. Les gens avancent, mais la structure les retient. Je comprends l'idée, mais j'entends l'objection. Réformer ces systèmes, les SIRH, les référentiels, ça coûte des millions, ça prend des années, on ne peut pas tout jeter par la fenêtre comme ça. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'utopie là? Ce n'est pas simple, c'est certain. L'idée, c'est pas de tout détruire, mais peut-être qu'il faut arrêter de penser ces systèmes comme des encyclopédies figées, gravées dans le marbre, et commencer à les voir comme des cartographies dynamiques. Une carte, ça se met à jour. Une carte n'est utile que si elle est à jour. Aujourd'hui, nos cartes du monde du travail, elles datent de Ptolémée, alors qu'on navigue avec des satellites. Le coût de l'inaction, le coût de cette cécité organisée, il est peut-être bien plus élevé que le coût d'une refonte. Le risque, c'est la fuite des talents qui ne se sont pas reconnus, c'est l'incapacité à innover, c'est une perte de compétitivité massive au final. Ce qui nous ramène au chiffre de départ. C'est 58% de Français qui demandent de la formation. Après tout ce qu'on a dit, je les entends différemment. Comment ça? Leur demande est peut-être plus profonde, plus politique qu'elle en a l'air. Ce n'est peut-être pas juste une demande de contenu, de tuto sur comment utiliser l'IA. C'est peut-être, de façon plus ou moins consciente, une demande d'infrastructure, une demande d'un langage commun pour pouvoir enfin nommer et donc faire reconnaître ce qui change dans leur travail. Je crois que c'est exactement ça. La demande implicite, ce n'est pas « apprenez-moi à faire », c'est plutôt « aidez-moi à dire ce que je sais faire maintenant ». Donnez-moi les mots pour que ma valeur soit de nouveau visible. Voilà. Et ça déplace complètement le problème. On a passé des années à penser qu'il fallait former des individus pour qu'ils s'adaptent aux outils. C'est le paradigme dominant. Former les gens à la machine.
Et ce n'est pas la bonne approche. Je ne sais pas si elle est mauvaise, mais je me demande si elle est suffisante. Et si le véritable enjeu, le plus difficile, c'était l'inverse? S'il ne s'agissait plus seulement d'adapter les humains aux outils, mais de construire enfin des outils de gestion, des organisations, des façons de penser le travail, qui soient capables de s'adapter à la complexité, à la fluidité des compétences humaines réelles. La question n'est plus comment former les gens à l'IA, elle devient comment on construit une représentation du travail qui soit aussi vivante, aussi adaptable que les gens qui l'accomplissent. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez aller plus loin sur la transformation des compétences et du travail, tout est sur skillberg.app. N'hésitez pas à partager ou à découvrir nos autres analyses. À très vite.